Tout de suite, place au cas de vérité. Bonjour Caroline Roux, vous recevez ce matin le Premier ministre Édouard Philippe. Oui, alors Premier ministre Édouard Philippe, il a hérité de bon nombre de missions à haut risque avec le discours du Président de la République hier devant le Congrès. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Caroline. Alors nous allons parler des missions que vous a attribuées le Président de la République hier. Mais d'abord un mot, le Président l'an prochain pourra débattre devant le Parlement réuni en Congrès, moyennant une réforme constitutionnelle. C'est une étape de plus, considèrent certains, vers l'effacement du rôle du Premier ministre. Est-ce que vous avez été prévenu ? Oui, mais vous savez, avec le Président de la République, on échange beaucoup. Donc il m'avait indiqué l'initiative qu'il allait annoncer pendant le Congrès. Il y a quelque chose d'assez... assez curieux, je dirais, dans cette polémique. Que l'opposition s'oppose, après tout, c'est normal. Là, ce sont des constitutionnalistes qui considèrent que c'est un changement des fondamentaux de la Ve. Je ne crois pas. Ce que je trouve amusant, si j'ose dire, c'est que lorsque le président respecte scrupuleusement la Constitution, c'est-à-dire qu'il s'exprime devant le Congrès et après qu'il a parlé, il doit sortir et évidemment, il ne peut ni écouter ni répondre les parlementaires qui s'expriment. On le critique parce qu'il respecte la Constitution. Il propose de la modifier, non pas du tout pour changer la nature des institutions, mais pour faire en sorte que lorsque le Congrès est convoqué à Versailles, il puisse écouter les parlementaires dans la salle et leur répondre à la fin dans une forme de conclusion Et quand il propose ça, on dit « oh là 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 ». Donc on ne peut pas tout avoir. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a montré à la fois son souci d'avoir un dialogue avec les parlementaires, sans changer les institutions, sans changer le fonctionnement institutionnel qui fait que le Premier ministre est là pour mettre en œuvre la politique qui est définie par le Président de la République. Ça veut dire que vous le prenez bien. Vous avez répondu à la question. Alors c'est aujourd'hui le début du débat public sur le projet de loi de révision constitutionnelle. Près de 80 députés, les Républicains, ont publié une tribune dans laquelle ils dénoncent la démolition de l'Assemblée nationale. Ils parlent d'une attaque au bazooka. Vous voulez un Parlement moins puissant et aux ordres, c'est ce qu'ils disent. Pas du tout. Et encore une fois, que les députés d'opposition s'opposent, c'est parfaitement naturel et c'est parfaitement légitime. Ce qu'on peut regretter, c'est peut-être qu'ils le fassent avec un sens de la caricature et de l'outrance qui me paraît, à moi, assez largement excessif. Mais ça n'est pas du tout ce que souhaite le Président de la République. Le Président de la République tient les engagements qu'il a pris pendant sa campagne. On peut trouver ça curieux, moi je trouve ça remarquable. Il tient les engagements qu'il a pris dans sa campagne. Il veut un Parlement qui soit plus efficace, c'est-à-dire qui consacre plus de temps à la discussion des éléments les plus importants. Et qui aille plus vite sur le reste. Qui consacre le temps de débat disponible aux éléments essentiels d'une discussion et pas aux arguties les plus techniques sur des sujets qui pourraient être réglés en commission. C'est le premier élément. Il veut un meilleur contrôle par les parlementaires de l'action du gouvernement. Il veut faire en sorte, et je comprends très bien que les députés de l'opposition y soient sensibles et en soient agacés, il veut qu'il y ait moins de parlementaires. Il veut qu'il y ait moins de parlementaires. Parce qu'il considère qu'avec un peu moins de parlementaires, en l'occurrence 30% de moins, on aura des débats de meilleure qualité et une capacité de contrôle par chaque parlementaire bien supérieure. Moi, je m'inscris parfaitement dans cette révision constitutionnelle et je sais qu'à chaque révision constitutionnelle, c'est pas la première, mais c'est peut-être probablement pas la dernière, on a ces débats sur le thème, vous voulez remettre en cause les institutions. Ce texte doit être accepté en l'état ou est-ce qu'il peut évoluer ? Mais il va forcément évoluer. Le Président de la République l'a dit hier, il a fixé les objectifs. La révision constitutionnelle, et puis 2 lois qui vont venir introduire une dose de proportionnelle et baisser le nombre de parlementaires. Il ne s'agit pas de revenir à la 4e République. Et il ne s'agit certainement pas de passer à la 6e. Les Français, ils sont attachés à la 5e République. Il s'agit de corriger... Et vous savez, Madame Roux, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de parlementaires qui sont d'accord sur un certain nombre de points de cette révision constitutionnelle. Donc, on va avoir les prises de position parfois un peu caricaturales sur certains sujets. Il va y avoir un travail parlementaire à l'Assemblée et au Sénat. Et moi, j'ai bon espoir qu'à la fin, les parlementaires s'entendent sur le texte de la révision constitutionnelle. Vous avez l'espoir d'arracher un consensus sur ce sujet-là ? Mais parce que, à la différence d'un certain nombre d'autres, manifestement, je fais confiance au Parlement. Alors, on en vient au sujet compliqué. Le président a expliqué qu'il vous allez voir, qu'il vous reviendra d'annoncer un plan de baisse de dépenses publiques dans les semaines qui viennent. Vous le savez mieux que personne. Est-ce que vous confirmez, déjà pour commencer, que votre objectif ne sera non plus un excédent des finances publiques pour 2022, mais tout juste, j'ai envie de vous dire, un équilibre des finances publiques. Madame Roux, ça sous-entendrait que vous renvoyez un brin vos ambitions à la baisse sur ce sujet. En aucune façon. J'ai 47 ans. Et ça fait 43 ans, Madame Roux, que la France vote des budgets en déficit. 43 ans que jamais la France n'a équilibré ses comptes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est dingue. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant, parce que les déficits s'accumulent et créent une dette qui elle-même s'accumule,
Et qui doit la payer, la dette? Nous, nos enfants, ceux qui viennent après. Ça fait à peu près 47 ans, en effet, qu'on entend ça. Oui, mais ça fait 47 ans que c'est vrai. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les finances publiques reviennent à l'équilibre. Et d'ailleurs, vous le savez parfaitement... L'objectif, c'était l'excédent en 2022. Je termine. C'est vraiment très important. Nous avons comme objectif de revenir à l'équilibre. Cette année, en 2017, nous avons terminé l'exécution du budget 2017 avec un déficit de 2,6% du PIB. Le meilleur score depuis 10 ans. Et de loin, et de très loin. Ce qui nous a permis de sortir de la procédure de déficit excessif lancée par l'Union européenne. Notre objectif, c'est de ramener, d'ici 2022, les comptes à l'équilibre. Alors, vous savez, si on est à 0... L'objectif, c'était l'excédent. Si on est à 0 plutôt qu'à 0,2 en excédent, on aura quand même fait quelque chose qu'aucun gouvernement n'a réussi à faire depuis 45 ans, en l'occurrence depuis 50 ans, si on se place en 2022. On continue sur les objectifs. Est-ce qu'on va venir sur les économies, mais est-ce que votre objectif reste la réduction de 120 000 postes de fonctionnaires et de 60 milliards d'euros d'économies sur le quinquennat? Est-ce que l'objectif, là, reste le même? Ou est-ce que, parce qu'il faudrait peut-être une forme de réalisme, vous changeriez de braquet? Pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Mon objectif, c'est l'efficacité de la dépense publique. Mon objectif, c'est qu'un euro d'argent public pris dans la poche des Français soit bien utilisé. Mon objectif, c'est faire en sorte que, lorsqu'il y a des politiques publiques qui fonctionnent bien, elles soient préservées et développées. Et lorsqu'il y a des politiques publiques, même si on y est attaché, même si l'objectif qu'elles essaient d'atteindre est un objectif légitime auquel on est attaché, mais qu'elles ne marchent pas bien, on les corrige. Et mon objectif, c'est de faire ça dans tous les domaines, en essayant, c'est vrai, de privilégier l'économie de moyens. Pourquoi ? Parce que chaque euro public qui est dépensé, et les Français le savent parfaitement, chaque euro public qui est dépensé est pris dans la poche des Français. Voilà. L'objectif reste le même ou pas ? En toute matière, efficacité de la dépense publique et évidemment, respect des objectifs. Mais je ne me pose pas la question tous les matins de savoir si ce doit être 120 000 emplois publics en moins dans l'ensemble des 3 fonctions publiques. Pourtant, c'est le sujet, non ? Mais qu'il faille diminuer l'emploi public dans certains domaines, ça me semble évident. Mais vous voyez bien que dans certains autres, nous faisons des choix. Nous avons dit que nous allions augmenter le budget de la Défense, du ministère de l'Intérieur, de la Justice. Et nous allons recruter des emplois publics dans ces domaines. Et nous l'assumons, parce que le monde est dangereux et parce qu'il faut faire un effort important. Et dans d'autres, nous pouvons nous organiser autrement pour faire en sorte de dépenser moins d'argent. Dans d'autres, est-ce que ça concerne Bercy, par exemple, puisqu'on va passer au prélèvement à la source? On évoque 20 000 postes d'agents du fisc supprimés d'ici à 2020. Mais parce que ce que je conteste, c'est pas du tout de se fixer des objectifs ambitieux. Ce que je trouve curieux, et je pense que vous en conviendrez avec moi, c'est de commencer par un objectif quantitatif en termes d'emploi, plutôt que de se poser la question des politiques publiques. C'est la campagne du président de la République, pardonnez-moi. Moi, ce que je veux, c'est transformer... Non, pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est transformer l'action publique, c'est faire en sorte d'avoir un service public plus efficace. Et ce service public plus efficace peut nous permettre d'employer moins d'agents publics. Alors justement, dans ce contexte-là, il y a une phrase qui paraissait un peu énigmatique hier dans le discours du président de la République, lorsqu'il a évoqué la nécessité de repenser la présence des services publics sur l'ensemble du territoire. Donc là, on se dit, il faut faire mieux avec moins, il faut faire des économies et dans le même temps, on va redéployer des services publics sur le territoire. Eh bien, je vais vous l'expliquer, et de façon très simple. Ça fait des années, lorsqu'on demande à l'administration de mieux gérer ses effectifs, voire de les diminuer, qu'elle procède de façon insensible mais systématique à une recentralisation au niveau régional. On enlève peu de fonctionnaires au niveau national et on regroupe les fonctionnaires qui sont au niveau départemental ou en dessous du département dans les arrondissements et on les met au niveau régional. On crée donc des échelons régionaux qui sont finalement très concentrés. Notre objectif n'est pas celui-là. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les agents publics restent au niveau le plus proche possible. Et ça exige des efforts de réorganisation de l'ensemble de ce qu'on appelle l'organisation territoriale de l'État. Un mot sur la conférence des territoires. Les associations des maires des départements, des régions boycotteront la conférence des territoires en raison d'une politique de réforme hors sol, c'est ce qu'ils disent. Ils réclament que le gouvernement, ce sont les mots qu'ils utilisent, mette quelque chose sur la table. Est-ce que vous avez quelque chose à mettre sur la table pour les territoires, Édouard Philippe? D'abord, une observation. Les 3 associations que vous mentionnez, l'association des maires, l'association des présidents de département, l'association des présidents de région ne viennent pas. Mais beaucoup d'autres associations d'élus locaux viennent. Les maires des grandes villes, les maires des villes moyennes, les maires des petites villes. Oui, vous dites d'accord, mais ça compte, parce qu'on travaille très bien avec elles. Contrairement à ce que disent ceux qui ressemblent parfois à des syndicats d'élus, nous travaillons très bien. Et j'en veux pour preuve un élément. Nous avons proposé des contrats à 322 collectivités territoriales. L'AMF, l'Association des départements, l'Association des régions ont tonné contre ce système de contractualisation prévu avec les collectivités territoriales. Plus de 230
plus de 230 collectivités sur les 322 l'ont signé, dont beaucoup de départements, quelques régions, et 90% des communes et des collectivités, des communautés de communes ou communautés d'agglomération concernées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière les grands discours et derrière la chaise vide, il y a une vraie discussion, y compris avec ceux-là même qui aujourd'hui font mine de ne pas vouloir venir à la conférence des territoires. La politique de la chaise vide, ça n'a jamais constitué la base d'un dialogue. Moi, je parle, je tiens les engagements que je prends vis-à-vis des collectivités territoriales et je continuerai à le faire. Alors, une autre mission qui paraît compliquée aussi, réinventer l'État-providence du 21e siècle. Bon courage, donc sans moyens, avec quelle logique? Là aussi, ça fait des années qu'on en parle. Les mots qui ont été utilisés par le président, c'est émancipation, progrès social, solidarité, égalité des chances, tout le monde est d'accord. Bien sûr, mais avec des moyens considérables, contrairement à ce que vous dites. Là encore, on a créé, après la Seconde Guerre mondiale, le modèle de l'État-providence dans une société où il y avait le plein emploi, où on n'avait pas de problème de financement des retraites pour une raison assez simple, c'est qu'il y avait énormément d'actifs et finalement assez peu de personnes qui allaient bénéficier des retraites. Bref, on a créé un système parfaitement adapté auquel les Français sont légitimement, et moi le premier, extrêmement attachés. Très bien. Sauf que le monde a changé. Sauf qu'aujourd'hui, les carrières professionnelles ne sont pas du tout linéaires comme elles étaient avant. Sauf qu'elles sont interrompues par le chômage. Sauf qu'on vit beaucoup plus vieux. Et donc notre objectif, c'est de créer un État, et un État social bien entendu, mais qui ne fonctionne pas simplement sur la redistribution monétaire et sur les déclarations de droits, qui fonctionne sur l'accompagnement individualisé des personnes et qui permet effectivement d'apporter des réponses aux questions d'aujourd'hui. La dépendance, Madame Roux. On vit dans un monde où nous aurons à gérer la dépendance de nos parents, parfois de nos grands-parents, c'est mon cas, parfois de nos grands-parents et la nôtre. On n'a pas aujourd'hui les instruments, les financements qui nous permettent d'être à la hauteur de cet enjeu de société. Et donc notre sujet, c'est pas du tout de mettre en cause, de supprimer, de fragiliser la sécurité sociale, c'est de faire en sorte que justement elle serve à ce à quoi elle doit servir, c'est-à-dire à la société de confiance et à la société de solidarité. Et bien sûr, c'est ambitieux. Évidemment que c'est ambitieux, mais c'est indispensable. Pension de réversion, rien ne changera pour les retraités d'aujourd'hui. Hier, le président de la République. Donc il y avait une petite agitation dans l'hémicycle. De demain, vous rajouteriez également? Mais j'ai observé que beaucoup de gens souhaitaient soit se faire peur, soit faire peur aux autres sur le sujet. Le président de la République a dit les choses de façon la plus claire. Pendant la campagne électorale, il a indiqué que nous ferions, à partir de 2019, une grande réforme des retraites qui a pour objectif, justement, de garantir son financement et de faire en sorte que le système soit plus juste. Quand un système est plus juste, il y a rarement des perdants. Et la mise en œuvre de cette réforme, elle se fera sur de très longues années. Pourquoi? Justement, pour ne pas impacter la situation de ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, quelle que soit leur situation, et pour ne pas impacter non plus la situation de ceux qui vont passer à la retraite. C'est une réforme qui va s'inscrire dans la profondeur, mais qui doit permettre plus de justice et plus d'efficacité. C'est un changement de méthode, le fait de tendre la main davantage aux syndicats dans ce qui ressemble à une conférence sociale pour déterminer un agenda social. Ce ne serait pas grave de reconnaître que c'est un changement de méthode? Écoutez, je ne sais pas si c'est un changement de méthode. Moi, j'ai toujours eu le sentiment, en dépit de ce que disent certains, d'avoir avec les syndicats des discussions fécondes, directes et utiles. Je vous le dis comme je le pense, comme je le vis. Peut-être qu'eux ne le partagent pas comme ça, mais c'est comme ça que moi je le vis. L'idée de leur faire confiance en leur disant « vous allez travailler sur l'assurance chômage et sur la santé au travail », dans le cadre d'une transformation, là aussi, du dispositif, me semble une excellente idée. Ça aura lieu le 17 juillet et je m'en réjouis beaucoup. France-Belgique, vous avez un message pour les Bleus. Je suis obligée de finir par ça. J'ai surtout un message d'espoir, de soutien inconditionnel et de grand enthousiasme. Merci beaucoup, Édouard Philippe. Merci à vous. C'est à vous, Laurent. Merci. Et oui, le Premier ministre est quand même, sa ville, c'est Le Havre, qui était le premier club carrément français dans l'histoire du football. Donc c'est normal qu'ils soutiennent nos Bleus et le football. Passez une très belle journée tous les deux. Voilà.